croit tout savoir de notre planète bleue. Mais c'est une illusion. Des régions isolées d'accès difficile sont encore mal connues, parfois même inexplorées. Le massif de l'Nguru sur l'île de Papouasie est une citadelle de pierre dans laquelle aucune population humaine ne s'est établie durablement. Ses fondations s'enfoncent profondément dans les eaux de la mer de Seram. Aux confins de l'océan Indien, à l'extrémité orientale de l'archipel indonésien, l'Nguru est resté fermé sur lui-même pendant des millions d'années, si bien qu'il est devenu un monde complètement à part. Les espèces qui ont survécu au cataclysme rythmant l'histoire de la région sont des témoins de l'évolution du vivant. En s'adaptant, elles ont différé des espèces d'origine. On dit qu'elles sont devenues endémiques. On ne les trouve nulle part ailleurs telles qu'on les rencontre ici. L'Nguru est un des rares endroits de la planète où a survécu un monde ancien, encore vierge. Ce massif promet des découvertes incomparables à ceux qui franchiront ces formidables barrières. L'expédition L'Nguru est la plus importante expédition scientifique jamais entreprise dans cette région du globe. Conduite par l'Institut français de recherche pour le développement et l'Institut indonésien des sciences, elle se dirige vers Lobo, l'un des rares villages côtiers bâtis au pied du massif. La mission rassemble une cinquantaine d'Européens et d'Indonésiens spécialistes de nombreuses disciplines. Ces scientifiques veulent comprendre comment les animaux et les plantes, qui se sont retrouvés prisonniers de l'Nguru, se sont adaptés pour survivre. Laurent Pouillot est à la tête de l'expédition. Ce biologiste français sillonne inlassablement la Papouasie depuis plus de 15 ans. Au fil de ses voyages, il a appris des langues locales et a gagné la confiance des populations papoues. Mana bos? Masih berapa lama sampai Lobo? 3 jam kita sudah tiba di Lobo. Berarti masuk sebelum malam. Lors d'une précédente mission, Laurent a entreaperçu l'étonnante richesse du massif. Il a convaincu Gono Semiadi, biologiste à l'Institut indonésien des sciences, de participer à l'aventure. Et depuis lors, ils n'ont eu de cesse de réunir une équipe et de monter un projet d'envergure pour élucider les mystères de l'Nguru. Le massif de l'Nguru, c'est un peu comme un immense labyrinthe naturel. C'est un énorme massif de calcaire qui fait 2 fois la surface de la Corse pour sa partie terrestre. Il part du fond de la mer, donc de la fosse abyssale de Seram, de moins de 2000 mètres, et il sort au-dessus de la mer jusqu'à 1500 mètres. Il y a eu des circonstances géologiques, topographiques particulières qui ont généré des écosystèmes qui sont spécifiques et qui eux-mêmes abritent une diversité du vivant absolument exceptionnelle. Et donc tous les enjeux de cette expédition, ça va être de visiter différents types d'écosystèmes, que ce soit en milieu souterrain, en milieu sous-marin, en milieu terrestre, en milieu montagneux, en forêt, et de comprendre comment toute cette architecture du vivant s'est mise en place depuis 10 millions d'années et prédire son évolution future face aux grands challenges du réchauffement climatique ou même des activités humaines. L'Nguru occupe une surface de 35 000 km². C'est ce que l'on appelle un relief karstique. L'eau des pluies tropicales dissout la roche calcaire de la montagne. Elle creuse des canyons et des gorges, s'infiltre en profondeur et donne naissance à de nombreux réseaux de grottes souterraines. Le massif est né il y a 11 millions d'années, quand la plaque tectonique asiatique est entrée en collision avec la plaque australienne, soulevant des montagnes. Le relief qui a surgi alors a dressé des barrières infranchissables, hérissées de pics, semées de parois abruptes, creusées d'abîmes. Les animaux et les plantes qui vivaient là, avant que la montagne ne s'élève, se sont retrouvés piégés. Leur communication avec le reste du monde a totalement cessé. Ils n'ont alors pas eu le choix.
ils se sont lancés dans une course folle à la survie et à l'adaptation. Depuis la mer, la citadelle de l'Nguru oppose un mur qui semble inviolable. Je peux pas parler. Amos guide Laurent en Papouasie depuis des années. Il sait mieux que personne les difficultés qui les attendent. Tidak takut masuk di situ. Tidak takut. Tout le monde débarque à Lobo, habité tout au plus par une centaine de villageois. Sur le quai, Yoel Mousmassa, le chef de la communauté, accueille les arrivants, tandis que Laurent retrouve de vieilles connaissances. Masih berani? Masih berani. Oke. Masih itu. Hadis mata biru. Le camp de base de l'expédition s'installe à proximité du village. C'est ici que tous les chercheurs seront rassemblés le temps des ultimes préparatifs. La cuisine, ok. Ah, mais il y en avait d'autres des grandes tentes aussi. Ah voilà, ok. Ça c'est l'informatique. Ok, ça c'est les cuisines. Gimana sukses di jalan? Aduh, tapi benar ini. Susah. L'arrivée d'étrangers est un événement pour les villageois et une aubaine pour ceux qui veulent travailler. Comme les ressources sont rares à Lobo, les hommes se proposent aussitôt pour guider les équipes et acheminer le matériel dans les zones difficiles. Mamal 2 orang. Mamal itu maksud mamalia. Ada yang tentang kelelawar. Avant de partir sur le terrain, chacun doit s'assurer que le matériel qui lui est nécessaire a supporté le très long voyage jusqu'à Lobo. Tout est identifié, testé, reconditionné pour être porté à dos d'homme dans des conditions précaires ou pour être embarqué en mer. Ce long travail rigoureux peut décider du succès ou de l'échec d'une mission. On n'est pas des jungleman, comme on dit. C'est-à-dire que même si on est bien préparé, il faut savoir toujours qu'on est dans des milieux hostiles et que donc il faut toujours optimiser le temps qu'on passe en forêt. C'est-à-dire que moins on y passe de temps et plus on fait de choses, mieux c'est. La coutume exige que les membres de l'expédition sollicitent l'appui de l'ensemble des hommes du village pour accéder au massif. Saya senang sekali kembali karena masih ingat kan waktu pertama kita datang di sini tahun 2010, pas saya ambil timpungan terakhir itu saya lihat gunung di Lobo, saya nangis langsung. Jadi sepertinya ada, ya kan, tahu sendiri ada koneksi dengan lingkungan. Benar gini itu. Gini. Kami masyarakat Kampung Lobo harus menerima ini dengan senang hati dan merasa gembira. Beberapa orang mungkin bantu untuk penunjuk jalan ke sana atau mungkin nanti di lautnya ada minta. Terima kasih. La précédente mission de Laurent, 4 ans plus tôt, a établi une confiance réciproque. Et le village consent à ouvrir les portes du lieu sacré de l'Nguru. Pour les gens de Lobo, ce sanctuaire est le nombril du monde, le berceau de toute vie.
C'est le dernier repas pris en commun au camp principal. Dès demain, les équipes se disperseront. Cette fois, les dés sont jetés. Les préliminaires sont enfin terminés et l'aventure commence. Chaque équipe rejoint la zone où se déroulera sa mission. L'une va inventorier les reliefs sous-marins de la baie de Triton. Une autre, la forêt des monts Lamancière. Et une troisième, les lacs isolés de Kamaka. Les chercheurs ont devant eux 8 petites semaines pour inventorier les espèces présentes à l'Nguru. Mammifères marins et terrestres, oiseaux, batraciens, reptiles, insectes, poissons ont chacun leur spécialiste. L'équipe sous-marine met pour sa part le cap sur la baie de Triton. À cet endroit, les seules informations qu'on possède sur les fonds marins ont été collectées au XIXe siècle. Depuis, rien n'a été fait. Donc là, on est enfin arrivé dans la fameuse zone qui va vous intéresser, vous, le volet marin. Tu vois, là, tu as l'exemple parfait d'un karst marin. C'est une ancienne formation karstique qui a été érodée, rongée par les actions incessantes de la mer. C'est vraiment l'endroit qui va nous apporter le plus d'informations sur tout ce qui est faune et flore marine associée au karst. En fait, tout ce modèle-là existe aussi sous l'eau, il est ennoyé. Et en fait, ce massif descend jusqu'à plus de 2000 mètres. L'équipe de plongée a pour mission d'explorer les reliefs côtiers jusqu'à 100 mètres de profondeur et dresser l'inventaire des grandes familles d'organismes qui peuplent les karstes immergés. Cela nécessite l'emploi de matériel de pointe et exige une grande rigueur. Depuis plusieurs années, pour réaliser nos explorations, on utilise des recycleurs dont le principal intérêt est de recycler le gaz que l'on expire. Cela nécessite un traitement particulier en coulisses du gaz que l'on vient d'expirer, qui s'effectue dans cette unité-là, où à la fois on fixe le dioxyde de carbone que l'organisme a produit, et à la fois on va enrichir en oxygène l'oxygène qui a été métabolisé, consommé par l'organisme. Avec ce recycleur équipé des 2 bouteilles de 3 litres, on est capable de réaliser des plongées de 3 heures. Si on devait utiliser des scaphandres traditionnels, ce serait une logistique qui serait justement impossible à réaliser sur ce bateau. L'Nguru est au cœur de ce que les scientifiques appellent le triangle de corail. C'est la région du monde qui offre la plus grande biodiversité marine. Elle promet découverte et étonnement. Vivement qu'on aille dans l'eau, hein, parce que, à mon avis, si on monte sur la balance, je pense qu'on avoisine les 200 kilos. Les plongeurs sont très vite surpris. Dans la baie de Triton, le grand vert a submergé le grand bleu. De très nombreuses particules organiques et minérales sont en suspension. Elles proviennent des rivières qui ruissellent du massif et pénètrent loin dans l'eau salée. Portées par un courant puissant, ces eaux douces bercent le milieu marin, déposant sur le plancher une épaisse couche de sédiments. Les fonds que découvrent les plongeurs sont différents de ceux qu'ils voient habituellement. On dirait que la distribution des espèces est sans dessus-dessous. Contre toute attente, les coraux mous, dépourvus de squelettes, sont les plus nombreux. L'eau trouble et chargée de nutriments semble très bien leur convenir. On en trouve de toutes tailles, de formes et d'aspects les plus extravagants.
l'équipe de plongeurs évolue dans un Éden bizarre, fertile en rencontres inattendues. Ce placide requin-tapis, menacé dans le reste du monde, semble avoir trouvé ici une retraite solitaire. Une délicate plume de mer, plantée dans le fond bourbeux, filtre les microplanctons qui voguent au gré des courants. Cette gigantesque anémone, aux tentacules baroques, est un sanctuaire pour une colonie de minuscules crevettes translucides. Quant aux nudibranches, qu'on appelle communément limaces de mer, ils sont exceptionnellement nombreux. Ces mollusques hermaphrodites, carnivores et parfois cannibales, paradent dans des livrées extravagantes, aux formes et aux couleurs inouïes. Manifestement, le mariage des eaux douces et salées a produit une surprenante alchimie. Sera-t-elle aussi insolite dans les grandes profondeurs? L'exploration doit se poursuivre, là où la lumière du jour n'arrive plus. Laurent s'enfonce dans la forêt côtière qui enserre la baie de Triton, au pied des monts Lamancière. C'est ici que prospectent les spécialistes des oiseaux, des mammifères et des reptiles. Nous sommes ici dans une forêt de basse altitude qui se situe entre le bord de mer et les contreforts du massif karstique. C'est un milieu extraordinaire, mystérieux, on pourrait même dire envoûtant. On a une diversité absolument exceptionnelle. On peut compter ici jusqu'à 100 espèces d'arbres à l'hectare, ce qui est absolument phénoménal. Le calcaire du massif de l'Engourou est poreux. L'eau de pluie qui s'infiltre dans la roche descend très profond dans le sol, hors de portée des racines de nombreuses plantes. Les lichens, les mousses, les plantes carnivores, de nombreuses variétés d'orchidées se sont acclimatées et supportent désormais sans dommage les épisodes de relative sécheresse. Toute la faune a dû, elle aussi, s'adapter à ce rythme singulier. Si les reptiles, les oiseaux et les insectes sont nombreux, dans les forêts de l'Engourou, il n'y a mystérieusement ni félins ni singes, communs d'ordinaire sous ces latitudes. À mi-pente des monts Lamancière, les ornithologues ont établi un camp provisoire. Ils consultent les guides qui savent où se trouvent les oiseaux. Et celui-ci, le goura? L'une des stars qu'ils comptent observer est le goura couronné. C'est une espèce endémique de la région, très difficile à approcher, dont l'évolution est encore mystérieuse. Tout ce qui est dans le livre, on le trouve ici. Mais il faut du temps pour les attraper. Oui, je sais. Christophe Thébault du CNRS, Borja Mila du Muséum de Madrid et Hidayat Azari de l'Institut indonésien des sciences ont trouvé l'endroit idéal pour poser leur filet. Les ornithologues estiment qu'ici, on peut dénombrer jusqu'à 150 espèces d'oiseaux dans un seul kilomètre carré de forêt, ce qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs. On se place un peu en contrebas du sommet de la colline. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut avoir des espèces qui vivent dans la canopée, parce que nous sommes en hauteur, sur une crête abrupte des deux côtés. Les oiseaux qui volent au niveau de la cime des arbres ne vont pas aller plus haut. Ils vont rester à cette altitude. On a ainsi de bonnes chances d'attraper des spécimens qu'on ne pourrait pas avoir autrement. En bord de mer, les spécialistes des mammifères, emmenés par Gono Semiadi, explorent le pied des monts Lamancière.
Ils sont à la recherche d'un kangourou signalé par les guides papous. Je recherche des empreintes de kangourous. J'espère trouver des signes de leur présence près de la rivière. Waouh! Ça semble être des empreintes de la nuit dernière. On peut le savoir d'après la fraîcheur de la trace. D'ordinaire, le kangourou est un animal de plaine. Mais il semblerait que l'espèce qui vit à l'Nguru a su s'adapter aux sous-bois denses des forêts de basse altitude. Comment l'animal a-t-il réussi ce tour de force? Le mystérieux marsupial n'a jamais été photographié ni filmé dans son milieu naturel. Si Gono Semiadi parvenait à le faire, ce serait une première. Car on ignore tout du comportement de ce petit mammifère. C'est à peu près le bon angle. À environ 2 mètres de distance. Les caméras infrarouges se déclenchent automatiquement dès que quelque chose bouge à proximité. Il faut espérer que ce sera le fameux kangourou qui les activera. Là, vu que personne n'est prêt, ça va être un repérage qui va durer. Dans la baie de Triton, Laurent et les plongeurs sont mis en alerte par une nouvelle intrigante. On sait qu'il y a un requin-baleine qui est sédentaire, car il est nourri tous les jours par des pêcheurs, et on va essayer de faire des prélèvements d'ADN pour pouvoir le positionner par rapport au reste de la population. Et en fait, il sera en train de se nourrir de poissons, donc il va être relativement statique et on va pouvoir l'approcher et prélever des fragments de peau. Les requins-baleines vivent en constante migration. Ils suivent les bancs de krill et de plancton qui dérivent au fil des courants. Mais ici, à l'Nguru, les pêcheurs locaux assurent qu'ils sont sédentaires. Une vérification s'impose. Si on accole le mot baleine à ce requin, c'est en raison de sa taille exceptionnelle. Jusqu'à 20 mètres de long pour une masse d'une 30aine de tonnes. L'animal est accompagné d'une cour de poissons pilotes qui le débarrasse des parasites qui prolifèrent sur sa peau. Il se nourrit principalement de plancton, d'algues et d'animaux microscopiques. Mais curieusement, ce qui l'attire aujourd'hui, ce sont les poissons prisonniers des filets de pêcheurs. Le colosse n'est pas agressif envers l'homme. Cependant, prélever un échantillon de peau exige de procéder avec prudence. Est-on en présence d'une sous-espèce locale devenue sédentaire? L'analyse de l'ADN du requin-baleine de l'Nguru dira s'il est identique à ceux qui croisent dans l'océan Indien, ou si, au fil du temps, il est devenu un cousin casanier qui ne s'aventure pas hors de la baie de Triton. De retour au camp, Gono Semiadi découvre les films enregistrés par les caméras. Le pari était improbable, mais le piège à images a bel et bien fonctionné. Oh, tinggi untuk yang jantan 70, sekitar 70 cm. Yang ini kayaknya nggak ada garis punggung. Tidak.
Lebih ke daerah utara New Guinea. Yang ini kayaknya ini pendulum testis. Iya, itu yang gantung itu kayaknya. La surprise est de taille. Les films révèlent que le kangourou papou a développé un mode de déplacement original. Les kangourous des plaines utilisent principalement leur queue comme un ressort pour faire des bonds. Le kangourou papou, lui, fait de sa queue un pied supplémentaire pour stabiliser sa marche dans les sous-bois très encombrés. Coupé du reste du monde pendant des millions d'années, ce marsupial n'a pas eu le choix. Il a dû évoluer pour survivre dans un milieu profondément transformé par les bouleversements de l'île. Plus haut, sur les pentes des monts Lamancière, les ornithologues enchaînent les captures d'oiseaux. Très bien, magnifique. Il est de la couleur du vin et de la couleur de l'or sous les ailes. Tout à fait magnifique. Bon. Il n'est pas content. Qu'est-ce que c'est? Jarir? Dapat di lubang. Iya. Oh. Un perroquet pygmée. Incroyable. C'est le plus petit perroquet au monde. Fabuleux. Nous les avions observés, mais nous n'avions pas encore réussi à les capturer. Mais il mord, la vache. Le minuscule perroquet nain de l'Ngourou a développé un mode de vie étonnant. Les perroquets se nourrissent de fruits et de graines. Mais bizarrement, celui-ci est insectivore. Il grimpe le long des troncs pour y picorer larves et insectes. C'est un exemple de l'admirable faculté d'adaptation des organismes vivants à leur environnement. Il est tellement petit que c'est difficile. Spectaculaire. Très excitant. Waouh, on y arrive. Laurent, en compagnie de Jacques Slembrook, le coordinateur logistique, gagne Loumira, le village côtier à partir duquel ils vont lancer une mission vers les lacs isolés de la région de Kamaka. Ces lacs d'altitude ont évolué en vases clos. Et la présomption est forte qu'ils aient favorisé la survie ou le développement d'espèces inconnues. Laurent espère y découvrir de nouveaux spécimens de poissons arc-en-ciel. Un poisson qui est au cœur de ses recherches depuis plus de 10 ans. Selamat sore. Ingat sama saya nggak? Sore, Pak. Apa kabar, Pak? Sore, Pak. Rencananya karena waktunya tidak terlalu banyak, kalau bisa ditolongi kita. Untuk bawa kita ke sana, untuk buka jalan, dan untuk ambil barang yang kita punya. Dengan saya, dengan 3 orang lagi, dan mungkin kalau bisa 1 atau 2 orang sini kalau tahu jalan, kita ingin pergi ke, apa namanya, di utara timur, ada danau kecil-kecil, beberapa banyak. Kita pengen ke sana karena kata orang Kamaka, memang ada ikan pelangi di sana.
Kalau jenis baru kita kita deskripsikan dan kita kasih keluar di jurnal di Indonesia. Pour finir la réunion, Laurent prend une précaution essentielle. Faire une démonstration de drone. L'appareil qu'aucun villageois n'a jamais vu servira à prendre des images de l'expédition. Il ne doit pas être perçu comme malfaisant. Kamera yang akan ambil gambar. Oke, kita kasih naik. Tuh. Salam, weh. Ayo, ayo. Nanti lihat gambarnya. Wah, rugi besar. Nah, ini kalau begini kasih naik saja. Tuh, pegang. Sudah. Moi, j'ai le chic de toujours me taper là, sur la malléole. Donc c'est pour les serpents et pour les cailloux. C'est là qu'on va atteindre, ils sont au moins entre 25 et 30 km. Quand je dis que je ne sais pas ce qui nous attend, c'est à quoi ressemble le semblant de chemin qu'il pourrait avoir. Donc il y a du stress. C'est pas de l'anxiété, mais voilà. On y va ? Au matin, l'équipe scientifique s'engage dans la longue et éprouvante montée vers les lacs isolés de Kamaka. Compte tenu du planning serré de l'expédition, les explorateurs ne disposent que de 4 jours pour atteindre les lacs. Il fait 35 degrés et le taux d'humidité est de 90%. On suffoque dans le sous-bois. Pourtant, coûte que coûte, pour arriver dans les délais, il faudra abattre 15 km chaque jour. Tant d'efforts pour un petit poisson qui ne mesure que 6 à 8 cm et d'apparence assez banale peut surprendre. Mais au fil des cataclysmes, l'espèce s'est dispersée, générant des communautés qui ont chacune évolué différemment. Les chercheurs vont tenter de construire l'arbre généalogique du poisson arc-en-ciel en corrélation avec l'histoire du massif. Marc Legendre, biologiste, et Jean-Marc Porte, photographe, accompagnent Laurent. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Ah ouais, mais tu crois que c'est un python? Et là, il est en train de partir. Personne n'a un sac? Si, j'en ai un. Putain, il a une tête, je suis pas sûr que ce soit un python. Hein. Regarde la tête qu'il a, comme ça revient au menton. Il y a des sortes de vipères ici. Là, c'est pas la même chose. Alors, il faut l'empêcher de s'enrouler. C'est marrant, comme le museau est en biseau. Très triangulaire. Ouais. Bah écoute, on va le garder pour les herpétologues. Et c'est pas mal, hein. Tiens, tu peux m'aider à le... Attends, ça y est, c'est bon. On sait peu de choses sur les reptiles de l'Nguru. Aucun recensement n'a été entrepris à ce jour. Impossible de dire si celui-ci est venimeux ou non, et s'il l'est, du danger qu'il représente. Ce spécimen fera le bonheur des spécialistes des serpents. C'est un bon début. Sam, le premier lac aujourd'hui. Sinon, c'est pas bon. Sous ces latitudes, la nuit tombe vite, et dans l'obscurité, il est impossible de poursuivre son chemin.
l'équipe va devoir forcer la cadence pour être dans les temps. Dans les monts Lamancière, les ornithologues cherchent un nouvel emplacement pour poser leur filet. Une étonnante araignée a déjà déployé le sien. Wow. Ça, c'est probablement une espèce endémique de Nouvelle-Guinée. On ne connaît pas son nom. Mais c'est effectivement une grosse femelle de néphile. Quand tu vois un peu les fils dorés là, qu'elle a tendus sur sa toile, c'est probablement la fibre naturelle la plus résistante au monde. Et si tu prends quelques fils donc de la toile de la néphile et que tu les tisses les uns avec les autres, même toi, tu pourras pas les casser. Tellement c'est résistant. C'est vraiment un animal remarquable, très beau en plus. Le thorax, on a l'impression qu'il est quasiment recouvert d'une pellicule d'or. Là, regarde, là, tu as la femelle qui est au centre de la toile. C'est une petite femelle, celle-là. Et puis ici, sur les bords de la toile, on a un tout petit mâle. Hop, hop, hop. Et puis là, elle vient de bouger, de chasser le mâle. Les néphiles, c'est le record du monde en termes de dimorphisme sexuel. Il y a un rapport pratiquement de 1 à 30 entre la taille du mâle et la taille de la femelle. Ils sont obligés d'utiliser toute une série de stratagèmes pour détourner l'attention de la femelle et aller éventuellement la féconder. S'ils ratent leur coup, c'est très coûteux parce qu'ils se font bouffer par la femelle. Ok, on y va mettre les filets. Ok, allez. Sur le chemin des lacs, une petite rivière surgit des roches karstiques. Là, tu es dans un milieu caractéristique des milieux karstiques. C'est une rivière qui est segmentée. Il y a une résurgence qui sort à 2 km d'ici. Et la perte, là-haut, voilà, là. en amont. Et en aval, la perte, elle est juste à une centaine de mètres vers là-bas. Donc la perte, ça veut dire que la rivière, elle disparaît dans la montagne. L'énigme, c'est comment ces poissons ont pu arriver ici. Parce qu'ils ne peuvent pas remonter sous terre. Et en fait, c'est des plissements secondaires, si tu veux, qui ont créé ces petites collines qu'il y a autour et qui les ont isolées. Et en 1 million d'années, chaque population a divergé génétiquement pour donner 2 espèces différentes. Ils ont évolué séparément. Voilà. Donc là, ce serait super d'en avoir. Alors, cherche des bouts de mousse, là, tu vas les lancer, ça va les attirer. Trop près. C'est loin. Ouais. Là, il y a du monde qui arrive. Ah ouais, là, il y a des beaux, là. Il faut des gros, hein, tu sais, pour les mesurer. Pour démontrer ces nouvelles espèces, on les mesure en morphologie. Et donc, il faut des gros spécimens. Pour avoir la coloration maximale aussi. Voilà. Hop. Ah bah super. Et ces couleurs sont encore plus belles si tu le mettais dans un aquarium bien nourri. Là, c'est un joli petit filet, ça. Dans le climat chaud et humide de l'Nguru, les échantillons prélevés risquent de se dégrader rapidement. Un abri construit par des chasseurs qui fréquentent les lieux permet de faire sur le champ les opérations nécessaires à leur conservation. Ça, c'est nouveau. Hein. C'est sûr, c'est une espèce nouvelle. Ça se voit. Hein. Enfin, pour moi, ça se voit en tout cas. Après les photos, Laurent prélève des bouts de nageoires pour des analyses ADN. Ce travail est indispensable pour préparer l'étude des spécimens collectés au retour de l'expédition. « 75, 47, 45 degrés sud. » Ok. Cette première découverte est de bon augure. Mais pour comprendre l'évolution des poissons arc-en-ciel dans l'histoire chahutée de l'Nguru, il faut trouver les espèces les plus anciennes. Pour cela, il faut gagner les lacs isolés. Et l'équipe a encore devant elle plusieurs dizaines d'heures de marche qui s'annoncent difficiles. Il n'a pas le bout des ailes blanches. Sur les pentes des monts Lamancière, le cœur des ornithologues bat la chamade. Oh, wow. Wow. Il est beau. Il a une couronne incroyable. Cet oiseau qui arbore un étrange et magnifique panache de plumes est le fameux goura couronné.
C'est la plus grosse espèce de pigeon connue à ce jour. Endémique de l'ouest de l'île, il peut peser jusqu'à 2 kilos. Il parvient néanmoins à voler et à se percher dans les arbres. Il nous regarde. Oui, il n'est pas farouche. L'origine des gouras au sein de la famille des pigeons est encore énigmatique, et on connaît très peu de choses sur leur comportement. Seule certitude, la femelle ne pond qu'un œuf par an, ce qui est l'un des taux de fécondité les plus bas parmi les oiseaux et rend l'espèce vulnérable à la prédation. Ce serait super de prélever un échantillon pour le classifier. Peut-être qu'avec une plume, on y arrivera. Gravement menacé, le goura couronné risque l'extinction à peu près partout, sauf dans la forteresse de l'Nguru qui lui offre un abri sûr. Malgré leur volonté d'accélérer la cadence, Laurent et son équipe ont dû faire une pause. La montée vers les lacs est de plus en plus pénible. Par endroits, la pente est un véritable mur. Cette marche interminable vire à la punition. Tu veux marcher avec un truc pareil? Ah, regarde, une sangsue même. Coucou. Ah putain, c'est là que j'ai mal. Il n'y a pas grand chose à faire pour ces trucs-là. C'est à l'intérieur, regarde, on voit, c'est enflé. Là. T'as les pieds, ils sont mâchés par ces pierres. Ça te fait de la charcuterie avec tes orteils. Wow. Pareil qu'il faut pas y penser, on a mal. Avec la fatigue, l'équipe se déshydrate très vite. Or, les réserves d'eau sont épuisées. Les lianes, seule ressource qui ne véhicule pas de parasites dangereux, sont salutaires. Dari mana Amos tahu alirannya? Dari atas, ujungnya ke pohon ini. Dari pohon ini naik ke atas, kita potong deh airnya semua ke pohon lagi. Il a attrapé deux petits marcassins à la course. C'est incroyable, ces mecs-là. En plus de la montée, il faut trouver les moyens de se ravitailler en chemin. On a fait 1 kilomètre quand même depuis le col tout à l'heure. Au train où on va là, on n'y arrivera pas avant la nuit. Donc on va décharger ceux qui avancent le moins rapidement. Et comme ça, ça va... Si on passe à du 2-3 km/h, là on est bon. Voilà. Kita simpan semua di meja, yang baru booking. Aman. Ya kan? Allez, c'est reparti.
En quelques minutes, la forêt est plongée dans les ténèbres. L'équipe s'est fait surprendre par la nuit, mais ses efforts pour accélérer la cadence sont récompensés. Le premier lac est enfin là, devant eux. Les crocodiles qui rôdent obligent le groupe à improviser un camp de fortune à l'écart du rivage. Un peu de toilette après toutes ces couches, ça fait du bien. Ah bah d'accord. Ah bah c'est bien gorgé celle-là. Pas bête. Là comment elle se dépose. Elle m'a bien eu celle-là. Hein. Allez. Bon, on va tout faire de la lessive. Dans cet environnement sauvage, les sangsues ne sont pas les seuls à harceler les voyageurs. Moustiques, aoutas et autres parasites s'offrent un festin de chair humaine. Vous venez vous servir ou vous voulez goûter? Jadi saya ikut ekspedisi ini banyak ilmu yang saya dapat juga dari kita jalan ini. Dari saya banyak ilmu? Ya. Saya yang dapat banyak ilmu. Saya dapat ilmu, saya juga kasih banyak ilmu untuk Pak Loren. Iya pasti. Ya, saling pasti. Ya tukar ilmunya ya kita jalan dapat hasil-hasil yang dulu kami punya orang tua tidak tahu, tetap sekarang tahu. Kembalikan sampaikan pada mereka atau dengan lewat buku apa itu, oh betul lihat. Kita dapat ilmu juga dari mereka. Iya. Soudain, la nuit de l'Ngourou grouille d'une vie insaisissable. Toutes les espèces nocturnes se mettent en chasse. Et les ténèbres résonnent de bruits, de cris et de chants jusqu'au lever du jour. À l'aube, Amos est allé chasser. Et le petit déjeuner qu'il a mis en route est presque prêt. Le campement s'éveille sur la rive du premier lac découvert. Parmi les corvées du matin, il faut filtrer l'eau pour la rendre potable et en remplir tous les récipients disponibles. Dans les îlots de boue séchée qui ressemblent à des ruines, dans les arbres noyés, dans les roches scarifiées qui bordent les rives, on lit les variations de niveau d'un lac qui n'en finit pas de monter et descendre. Les poissons arc-en-ciel sont trop fragiles pour survivre dans un endroit aussi instable. Pour avoir une chance de trouver des spécimens parmi les plus anciens, il faut monter plus haut encore, atteindre d'autres lacs isolés, bien au-delà des territoires de chasse des Papous, vers l'inconnu. Dans la forêt côtière, au pied des monts Lamancière, Evi Arida, spécialiste des reptiles et des lézards à l'Institut indonésien des sciences, fouille sa zone de prospection.
On ne sait rien des lézards et des varans qui vivent dans cette région de l'Nguru. Evie a grand espoir de capturer des spécimens intéressants. Il y a beaucoup de pourquoi dans ma tête. Pourquoi sont-ils endémiques de cette île? Pourquoi ont-ils une morphologie différente? Pourquoi se sont-ils diversifiés? Et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici? Je te tiens. OK. Quel magnifique spécimen. Ce lézard est particulier. Normalement, les lézards ont 5 doigts sur les pattes avant et 5 doigts sur les pattes arrière. Ce lézard a 4 doigts sur les pattes avant et 5 sur les pattes arrière. C'est la spécificité de ce groupe. Ils sont très diversifiés et l'histoire de leur évolution est complexe. Ces lézards se trouvent encore dans la litière des arbres. Cependant, les scientifiques suspectent que, pour échapper à leurs prédateurs, ils se réfugient de plus en plus dans les terriers souterrains, à l'instar des serpents. Leurs pattes sont de moins en moins nécessaires et mutent lentement, modifiant leur morphologie. À l'Nguru, les chercheurs ont découvert des espèces déjà adaptées à ce nouveau mode de vie. L'individu que vient de capturer Evie appartient probablement à une famille qui est en cours d'évolution. Ok, un Ligisaurus, la capture du jour. Vite, courons! Un guide qui défrichait un bout de terrain vient de tomber sur un animal qui excite au plus haut point l'intérêt d'Evie. Je suis très heureuse d'avoir trouvé ce spécimen. Il a une bonne taille. Je pense que c'est un Varanus indicus, un membre d'une famille de varans plutôt commune en Nouvelle-Guinée. Mais si vous regardez plus précisément les motifs sur son dos, ces étranges points oranges, cela pourrait être une espèce différente. J'appuie sur sa tête pour l'empêcher de me mordre. Il est venimeux. Il faut vérifier la couleur de sa langue. Normalement, les Varanus indicus ont une langue noire. Celle-ci est curieuse, elle est grise et un peu blanche. Voilà enfin une chance pour moi d'apporter une contribution au monde de la science. Qui sait, c'est peut-être une nouvelle espèce. On l'emporte au camp pour prendre des mesures. Mission possible. Accompli. Camp kembali. Woohoo! Mantap. Makasih ya, Pak ya. Sudah? Wes mantap memang, Tri. Plus haut dans le massif, l'équipe en route vers les lacs isolés arrive enfin sur un site prometteur. Ça fait 4 jours qu'on marche, on a fait entre 30 et 35 bornes. Imagine que soit on ne soit pas venu, qu'on ait arrêté à 600 mètres là. Arrête, ça aurait été horrible ça. Qu'on ait laissé ça. Donc ce qui s'est passé, au départ, il y a une rivière qui coule tout le long de la faille, mais au fur et à mesure que la rivière coule, elle ronge le massif calcaire. Et donc, comme elle le ronge, dans beaucoup d'endroits, elle finit par rentrer. Donc cette rivière, elle se transforme en un segment de petites rivières ou bien en un chapelet de petits lacs. Ce lac est le plus reculé et le plus isolé de Kamaka. L'équipe aura-t-elle la chance d'y trouver des espèces primitives de poissons arc-en-ciel? Oh, regarde, on voit un poisson qui se débat là. Attends, je vais enlever ma chemise. Tire pas trop fort, je vais le décrocher. Tu vois un croco, vous voyez un croco, vous me dites. Hein. Il y en a, ils en ont vu tout à l'heure.
voir. Nouveau, mon pote. C'est une femelle, hein. Il est encore trop tôt pour crier victoire. Mais Laurent a le pressentiment que les efforts consentis pour arriver jusqu'à ce lac perdu n'ont pas été vains. La propriété des poissons arc-en-ciel, là, ils ressemblent à pas grand-chose en fait quand ils sont stressés, comme maintenant. Et dès qu'on les met dans l'eau, il y a les couleurs ressortent au moment où ils sont anesthésiés. Une petite taille, une tête proportionnée au corps, la bande bleutée, les raies orangées, tout laisse penser que l'individu capturé appartient à une lignée ancienne qui n'a pas encore été décrite. Ce serait un des rares spécimens de l'espèce primitive, à l'origine de tous les poissons arc-en-ciel. La comparaison de cette souche avec celles qui ont évolué offre aux chercheurs un sujet d'étude de première importance. Merci beaucoup pour l'aide que vous nous avez apportée. Bravo. On l'a eu, cette espèce. Tout le monde est soulagé par le bilan de ces 5 premières semaines. Quoi qu'il arrive, l'expédition a déjà enregistré des résultats justifiant qu'elle ait été lancée. C'est un oiseau intéressant. Il appartient à une famille endémique de Nouvelle-Guinée. Ce long bec courbé sert à récupérer le nectar des fleurs. C'est un bel exemple d'adaptation à l'environnement. Je suis impatiente de savoir. Cette espèce est vraiment étrange. C'est simplement quelque chose de nouveau que nous ne connaissons pas. Toutes les équipes sont satisfaites, c'est-à-dire que chaque équipe a pu récolter suffisamment de matériel. Et maintenant, bon, le prochain objectif, ça ne sera pas la même histoire parce que c'est des milieux beaucoup plus, on va dire, je ne vais pas dire hostiles, mais beaucoup plus agressifs, très extrêmes et très diversifiés. Rassemblés pour la dernière fois au camp de Lobo, les scientifiques prennent un peu de repos. Les expéditions qui s'annoncent seront éprouvantes. Mais c'est dans les zones les plus difficiles d'accès, où l'impact de l'homme est infime, que les chances sont les plus fortes de trouver des espèces rares, ou mieux, des espèces inconnues. L'ensemble de l'expédition se déplace maintenant pour créer un nouveau camp de base à Ourissa. C'est le dernier village niché tout au fond du labyrinthe de l'Nguru. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la région retardent les préparatifs et font perdre un temps précieux. À la première éclaircie, une équipe de biologistes tente une sortie. Arno Fay, entomologiste au Muséum de zoologie de Munich, est un expert de la faune souterraine. Ici, on est dans une zone où il n'y a absolument aucune donnée pour la faune souterraine. Alors, il y a quelques rares données dans la tête de l'oiseau. Il y a eu une expédition. Et puis après, on a quelques données pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée centrale. Mais ici, on ne sait pas du tout ce qu'on peut trouver. Et on est à la rencontre de deux faunes. Donc, ça va être extrêmement intéressant de savoir ce qu'on va trouver. Comme tous les massifs karstiques, que les eaux de pluie creusent et travaillent sans cesse, l'Nguru est perforé comme une éponge. Ses entrailles sont un immense dédale de grottes et de rivières souterraines encore inexplorées. Il y a 4 ans, Laurent a repéré aux abords du lac Sewiki un vaste réseau de cavités qu'il a commencé à visiter. L'envol de ces grandes chauves-souris dérangées par les chercheurs
annonce la proximité des grottes. C'est dans ce labyrinthe enfoui et à l'écart du monde que Laurent a découvert lors de son précédent passage un poisson aveugle jusqu'alors inconnu. Voilà, j'arrive devant le porche. Donc là, tu as accès au réseau souterrain des grottes de la Boignara. Donc toi, la grotte où tu vas travailler, elle est à peu près à 300 mètres d'ici. Elle est reliée par le réseau souterrain, c'est le même réseau. Ouais. Sauf que toi, tu vas être dans une partie sèche. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça tout l'intérêt, tout l'enjeu, c'est que ce réseau-là, manifestement, il est très ancien, puisqu'il abrite une espèce de poisson aveugle, sachant que les poissons aveugles, ils sont d'origine, c'était avant des espèces de surface qui sont allées sous terre et qui sont adaptées. Et pour ça, il faut des millions d'années. Donc ça veut dire que ce réseau souterrain, il est en place depuis des millions d'années. Donc ça, c'est le chemin d'accès pour la grotte. Voilà, et vous avez 400 mètres pour atteindre l'autre grotte. D'accord. Ok. Let's go. Allons-y, Chayo. À la grotte. Arnaud Faye et Chayo Ramadi, spécialistes indonésiens des araignées, s'aventurent pour la première fois dans le cœur souterrain du massif. Il fait une chaleur suffocante, l'air stagnant, très humide et presque irrespirable. Dans les faisceaux des lampes, les concrétions de pierre qui se sont développées là pendant des milliers d'années prennent des allures de jungle pétrifiée. Les roches sont glissantes, leurs arêtes coupantes comme des rasoirs. L'obscurité est totale, et peu de nutriments parviennent jusque dans ce milieu isolé. Les espèces qui y vivent affrontent des conditions d'une extrême rigueur. C'est le cas du poisson découvert par Laurent. Il est devenu aveugle parce que, dans ces ténèbres, les yeux ne lui servaient à rien. La pigmentation de la peau, elle aussi, était inutile. Les taches rouges qui apparaissent à hauteur de ses nageoires sont ses branchies et ses organes internes qu'on voit par transparence. La spécificité des groupes souterrains, c'est que très souvent, ils vivent isolés. C'est un système un peu insulaire, c'est-à-dire que les populations sont isolées, fragmentées. Et donc, chaque population a des chances de donner des espèces micro-endémiques, c'est-à-dire des bêtes qui ont des aires de distribution très petites, très restreintes. Là, c'est une araignée prédatrice des grandes sauterelles. C'est une araignée du genre Heteropoda, qui sont les araignées assez caractéristiques de cette zone. Là, c'est un jeune, mais ça peut atteindre la taille d'une main. On en verra peut-être plus loin. Voilà les rhaphidophorides, les grandes sauterelles. Je pense pas que ce soit un adulte encore. Très très longues antennes. Mais les yeux sont réduits, parce que c'est des formes troglophiles, c'est-à-dire que c'est des formes qui passent l'essentiel de leur temps dans la cavité. Et donc elles commencent à développer des adaptations qui sont celles des cavernicoles vrais, c'est-à-dire la perte des yeux, la perte des pigments. La perte des yeux est accompagnée d'un allongement des appendices, souvent un allongement des antennes. Donc c'est vrai chez les insectes. Arnaud! Ici? Qu'est-ce que c'est? C'est un amblypige Sarax sp. C'est connu ici? Je n'en ai aucune idée par ici. Mais je sais qu'il y en a dans l'archipel des Raja Ampat et en Nouvelle-Guinée. Par contre, là-bas, l'espèce est complètement marron. C'est une nouvelle espèce alors? Certainement. Super. Je fais attention, je ne veux surtout pas la perdre. Ouais, la perds pas. La prise est bonne. Les amblypiges sont des animaux archaïques de la classe des araignées. Le spécimen que Chayo a capturé semble différent de ceux qui vivent en surface, à des milliers de kilomètres d'ici.
Il se pourrait que sous la contrainte, il ait dû s'adapter à ce monde des ténèbres pour ne pas disparaître. Les grottes de Diaboniara tiennent leurs promesses. Elles abritent une faune qui a évolué dans le plus grand isolement. Il faudra d'autres visites pour dresser l'inventaire des secrets que cachent ces cavernes au trésor. Du côté de l'équipe de plongée, il se prépare au large de l'estuaire d'Orissa une descente à 100 mètres de profondeur. C'est une première dans les eaux de Papouasie occidentale. L'objectif est de répertorier les espèces qui vivent du fond jusqu'à la surface. Éric Bahuet, responsable de la sécurité, donne les dernières consignes. Aujourd'hui, je voudrais qu'il y ait vraiment une analyse systématique. Chacun d'entre vous, chacun analyse son gaz avant la plongée. Ça, c'est indispensable. D'accord? Si on a un problème en plongée, sur quelque signal que ce soit, sonore, lumineux, des cris dans l'embout, tout le monde arrête le travail qu'il est en train d'effectuer pour venir aider la personne. On va simplement plonger avec un mélange qui est hypoxique. Donc avec notre détendeur intégré sur le recycleur de secours, on ne respire pas ce mélange dans la zone 0,20 mètres en circuit ouvert. Par 100 mètres de fond, dans une eau trouble, les plongeurs évoluent dans un univers surprenant. Des calamars luminescents passent comme des spectres gracieux. Une méduse, aux allures de chou-fleur aquatique, se promène dans les eaux sombres. Ce cœur fragile, à la robe magnifique qui ondule mollement dans le courant, est un cténophore. Les cténophores sont des organismes carnivores qui se nourrissent essentiellement de plancton. Véritables ovnis marins, au corps translucide et gélatineux, ils peuvent réfléchir la lumière et la diffuser sous forme d'éclairs colorés. L'échantillonnage est méthodique. Il a pour ambition de recenser la faune et la flore qui vivent aux différents étages de profondeur. Les prélèvements sont aussi rares que possible, et la plupart des spécimens rencontrés sont simplement filmés ou photographiés in situ. S'ils ressemblent à des fleurs tropicales, les crinoïdes, ou lys de mer, sont des animaux à squelette, proches parents des oursins et des étoiles de mer. Certains nagent en pleine eau, d'autres rampent avant de se fixer à un support. Ils nous arrivent du fond des temps. Les premiers fossiles ont été retrouvés dans des terrains qui se sont formés il y a 500 millions d'années. Grâce à de longs bras, ils filtrent l'eau et retiennent les particules organiques dont ils se nourrissent. Leur nombre et leur extraordinaire diversité contribuent grandement à la luxuriance des eaux de l'Nguru. En remontant vers la surface, les plongeurs croisent de vieilles connaissances, comme le requin à pointe blanche qui chasse sur les récifs. Regarde celle-là. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Je dois vérifier dans mes livres. C'est une espèce intéressante? Oui, j'en ai jamais vu auparavant. Elle était à quelle profondeur? 70 mètres. Merci beaucoup.
Bon, t'as vu, ils étaient au fond? Non, je l'ai pas vu. T'en as vu, toi? Non, deux, il y en a. On a un contrefort, genre canyon de corail, avec une grosse densité de faune fixée. Et des espèces qui sont à 50 mètres et qu'on trouve normalement à 80, 100 mètres en Nouvelle-Calédonie, parce que l'eau, la lumière pénètre beaucoup plus. Et là, il y a des tas d'espèces qui se complaisent dans des fonds inférieurs, alors que ce sont des espèces profondes. L'Nguru offre en moindre profondeur des espèces qu'il faut ordinairement chercher dans des fonds bien plus bas. Une fois encore, ce milieu surprend et intrigue, comme en témoigne cette extravagante étoile de mer. Je n'ai jamais vu ce type de spécimen dans tout l'ouest indonésien. Pas avant de venir ici, à l'Nguru. Tant de plongées dans ma vie, et je trouve ça pour la première fois. Le temps file. Le terme de l'expédition approche et il reste encore tant de choses que les scientifiques espèrent pouvoir faire. Une équipe réduite, conduite par Laurent, lance une reconnaissance vers la montagne de Kumawa, le plus haut sommet du massif. Ils doivent ouvrir une voie aux ornithologues et aux botanistes. Les massifs calcaires, quand ils sont sortis de la mer, ils sont montés relativement vite. Et avec eux, ils ont amené un peu comme un ascenseur beaucoup d'espèces, beaucoup de communautés animales. Donc on a au-dessus de 1000 mètres de toute façon des écosystèmes qui sont très particuliers. Les animaux qui y vivent viennent du niveau zéro. Et au fil des millions d'années, ils ont accompagné la surrection du massif. Kumawa culmine à 1400 mètres. Les chasseurs papous ne s'aventurent pas là-haut. Les pentes sont abruptes, la forêt est impraticable. Alors que la température moyenne est de 35 degrés sur la côte, elle tombe à 15 degrés au niveau des pics d'altitude. Ces variations sont à l'origine d'une grande diversité d'écosystèmes. Les ornithologues et les botanistes espèrent y découvrir de nouvelles espèces. On est arrivé à 400 mètres d'altitude et visiblement la piste pour monter jusqu'au sommet elle commence ici, on est au bord d'un cours d'eau et donc voilà, on pensait être un peu plus haut pour camper, mais pour eux apparemment il n'y a pas d'eau plus haut. Donc, On fait le camp ici. Borja Mila constitue les équipes de guides qui se relaieront pour approvisionner en eau les chercheurs travaillant au sommet. Tout le monde s'installe pour une première nuit, avant une ascension qui s'annonce longue et harassante. Les hommes sont lourdement chargés. Et les papous eux-mêmes, pourtant accoutumés à ces pentes extrêmement raides, sont en difficulté. le terrain est très glissant. Et on a deux porteurs là qui ont un peu de mal, je pense. Ils sont pas très bien chargés, donc ils glissent beaucoup, ils perdent leur sac, ils ont 2 sacs. Et ça va être dur. Le terrain est super glissant. C'est raide et c'est glissant. Mais bon, c'est un des passages les plus difficiles aussi, je pense. Mais on est trop chargé. C'est ça le problème, c'est les chargements. Les gars qui ont 2 sacs là, ils s'en sortent pas.
a pété un câble. Quoi? Ouais. Papou a pété un câble et est sorti en courant chercher les autres. Ouais, mais il y en a deux qui sont très fâchés. Dari sini jauh di sana. Wai ada tunggu dia ada masa aqua. Kita minum, ya? Kita minum. Saling mi. Baru. Je pense pas qu'on pourra atteindre le sommet aujourd'hui. C'est trop long et trop difficile. Mangeons d'abord et voyons comment ils réagissent. Un bol de riz, là, c'est l'urgence. Oui, mangeons et on discutera après. Les guides ne se sentent pas chez eux dans ce territoire où ils ne s'aventurent jamais. Chacun espère qu'un peu de repos calmera les esprits. Car tous le savent. La dernière escalade vers le sommet exigera une grande solidarité entre tous. Les eaux de l'Nguru, riches en poissons, sont un paradis pour les dauphins qui s'y rassemblent en grand nombre pour chasser. Lors de sa précédente visite, Laurent a repéré des spécimens singuliers. Il a chargé Sophie Kérouille, spécialiste des mammifères marins, de confirmer ou non son intuition. Mais comment retrouver ces individus dans la foule qui parade ici ? Sophie se rend dans la baie d'Argouni, dont les eaux sont chahutées par les flux violents des marées. Ici, les eaux sont troubles à cause des alluvions déversées par le fleuve. Les courants sont forts. Pourtant, des dauphins sont là. Et il semblerait que ces individus correspondent à ceux qu'a décrit Laurent. On se demande, est-ce que ça pourrait être une sous-espèce différente, voire carrément une espèce? Et c'est une nouvelle espèce, ça reste à prouver, mais celui-là est différent par plusieurs caractères, notamment la distribution de la coloration, un peu la forme de la dorsale, le rostre, le museau a l'air plus long. Et tout ça, c'est ce qu'on essaye de documenter. Alors oui, c'est un côté excitant. Ah ouais, c'est la première fois que je les vois d'aussi près. Tu crois que c'est ceux-là que tu as vus? Ah, c'est sûr, c'est les mêmes. Hein. Ils ont exactement les mêmes caractéristiques. Tu vois, des pigmentations sur la nageoire caudale et nageoire dorsale. Ouais. Donc, tu vois la forme générale? Ouais. Pour moi, ça, c'est des dauphins du genre Sousa. On les appelle des dauphins à bosse, même si ceux-là, ils n'ont pas de bosse. Mais regarde un peu les couleurs qu'ils ont. Ils deviennent roses quand ils sont adultes. Là, c'est pas du tout le cas. On a des dépigmentations localisées. Et au niveau de la tête, tu vois ce qu'on appelle le melon, cette bosse? Oui, oui. Eh ben, j'ai l'impression que là, elle est plus marquée, plus proéminente. Je suis d'accord avec toi. Et donc pour toi, ce serait une population avec un peu de variabilité de Sousa? Alors, est-ce qu'ils sont différenciés génétiquement? Là, il faudrait des échantillons. Seule une analyse comparative d'ADN permettra de savoir si cette espèce diffère des autres. Il est impossible de plonger dans la baie d'Argouni. L'eau trouble et les courants violents empêchent d'approcher les dauphins autrement qu'en surface. Neutral, neutral, neutral. Et ce jour-là, on dirait que les dauphins veulent jouer à cache-cache. Le but, c'est de prélever un tout petit morceau de chair pour faire des analyses moléculaires dessus et savoir à quelle espèce ils appartiennent. C'est un prélèvement qui est, on dit, non invasif, qui ne blesse pas l'animal. Hein. C'est comme une petite piqûre. Et ce qui rend la chose compliquée, c'est que la distance maximale, normalement, pour utiliser ce genre d'outil, c'est 10 à 15 mètres. Et là, ce matin, là, le plus près qu'on a pu les approcher, c'est en gros, c'est 50 mètres. Donc c'est pour ça que ça va vraiment être difficile. Je suis pessimiste. Et pourtant, il faut à tout prix en avoir un. Ils sont devant, là. J'en ai vu un devant.
Pelan-pelan, dekat-dekat saja. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Amos. Pelan-pelan. Dapat itu, dapat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada daging itu. Ada. Bentar. Tuh dagingnya. Tuh. Udah 4 tahun sama dapat yang ini kan. Udah lagi. Sekarang akan tahu jenisnya, Amos. Ayo pulang kita. Aduh, saya senang sekali. Panas sekali. Ayo kita pulanglah. Kembali. Saya nyupir lah. Makasih, lumba-lumba. Laurent savoure son succès. Le stress d'Amos est retombé. Mais tant que la mission de Kumaoa n'est pas rentrée, personne ne sera tout à fait tranquille. On est ici sur une crête, on appelle ça une forêt de lutins. C'est des petits arbres, des mousses, des fougères, beaucoup d'orchidées probablement. C'est magnifique parce que là, on a monté très rapidement jusqu'à 1200 et maintenant la forêt est complètement différente. Les captures reprennent et se succèdent. Une prise étonne Borja. Ce petit passereau élégant, en livrée de cérémonie, ressemble à un pygmée. Cependant, son ventre blanc est très différent de celui de ses congénères. Christophe et Borja consultent le répertoire des animaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Non, ce n'est pas celui-ci. Il n'a pas de ventre blanc. Peut-être plutôt celui-là. Mais il n'a pas de blanc sur la queue. Le spécimen qu'ils viennent de capturer n'est pas répertorié. Incroyable. C'est probablement une nouvelle espèce. Au cours des 80 dernières années d'exploration ornithologique, un seul nouvel oiseau a été découvert avant celui-ci. Les deux chercheurs sont en passe de réaliser leur rêve. Identifier une nouvelle espèce et lui donner un nom. La révélation de ce délicat passereau couronne l'expédition d'un dernier succès. Deux mois se sont écoulés depuis que les équipes ont débarqué à Lobo et maintenant l'expédition s'achève. L'Nguru a tenu ses promesses. Il est bien l'Éden de biodiversité que pressentaient les chercheurs. Entre ciel, terre et mer, il a livré une partie de ses secrets aux scientifiques. Ils ont pénétré des régions inexplorées, observé une faune en mutation et découvert plusieurs dizaines de nouvelles espèces avec le soutien des populations de l'île. Parce que c'est un conservatoire du vivant et un témoin de l'histoire du monde, l'Nguru mérite d'être inscrit au patrimoine naturel mondial de l'humanité. Mais avant cela, il faudra revenir et reprendre les explorations pour mieux comprendre et protéger ce massif unique au monde.
une aventure extraordinaire que je souhaite à tous les jeunes qui sont passionnés par la recherche, par l'aventure, par l'échange avec l'autre, avec d'autres cultures. Ouais. Je souhaite à tout le monde de pouvoir le vivre. On a vraiment beaucoup de chance. Voilà. L'aventure continue.